Alors bonjour, capsule numéro 6 donc pour ce cours numéro 3 donc qui va traiter en complément de la notion de neutralité technologique qui a été présentée dans la capsule précédente, la numéro 5, quelques mots donc sur une notion comme je vous l'ai déjà un petit peu mentionné, que j'aime bien. C'est une notion que je crois assez facile à instrumentaliser dans le domaine de la rédaction et de l'interprétation du droit. Donc cette notion, j'aimerais vous en dire quelques mots et je l'aime bien notamment parce que c'est une notion qui est sans doute la plus uniformément consacrée. On la trouve dans énormément de documents nationaux et internationaux, soit explicitement comme dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'info, on va le voir, qui cite nommément cette expression-là, et soit de manière très implicite aussi dans la manière de rédiger des lois ou d'interpréter ces mêmes lois, et ce aussi bien aux États-Unis, en Europe, qu'au Québec et au Canada. Donc c'est une notion que l'on retrouve souvent. En ce qui concerne le Québec, comme je vous le disais, on la trouve dans le premier article de la loi cadre, où vous voyez l'article 1.3, on dit que la présente loi a pour objet d'assurer l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quel que soit leur support des documents. Donc on identifie clairement ce principe comme étant un principe fondateur. Et ça se traduit aussi à plusieurs endroits, puis je ne vous le montre pas, mais on le verra, à la manière dont plusieurs des dispositions de cette loi cadre sont précisées dans la loi. Cette notion aussi, au-delà de sa consécration, c'est une notion qui est assez sage, je crois, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant une équivalence fonctionnelle? C'est-à-dire, on regarde des fonctions qui prévalaient dans le domaine du papier et on les applique au numérique. Donc, il y a une sorte de, si je peux me permettre, de copier-coller qui est fait entre les deux supports, qui est en fait un réflexe, comme je disais, assez sage, parce qu'on reproduit les manières de faire qui prévalaient pour un autre support. Alors ça nous oblige à réfléchir sur à quoi ça sert quand on évoque, par exemple, dans une loi qu'il faut respecter une formalité comme celle de l'écrit, de l'original, de la signature. Et il faut tenter de réfléchir à quoi ça sert. Quelle est la fonction, quelles sont les fonctions qui sont associées à cette formalité que l'on trouve, par exemple, dans une loi ou dans un règlement. Donc, il y a une sorte de copier-coller, comme je vous disais, qui est fait par rapport aux différents supports. Mais après, vous savez, presque 30 ans maintenant d'expérience où on évoque cette notion d'équivalence fonctionnelle, on peut se demander, est-ce qu'on a toujours besoin de faire ce copier-coller entre ce qui prévalait dans le monde du physique ou dans le monde du support papier, qui était le support physique le plus généralement consacré. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un principe plus substantiel, plus général aussi, et notamment je vous envoie éventuellement euh, à une thèse d'Antoine Guillemin notamment, qui a travaillé sur le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer dans les lois d'établir une certaine proportion entre les intérêts catégoriels distincts, par exemple, et c'est un principe qui est moins calqué sur l'ancien support et davantage un principe qui est en soi, un peu comme la bonne foi, je dirais, qui est susceptible de s'appliquer à une situation donnée. Et je ne rentrerai pas là-dedans, moi simplement ce que je veux vous dire, comme je l'ai mentionné, l'équivalence fonctionnelle, c'est un outil soit de rédaction des lois, soit d'interprétation des lois. Et je voudrais qu'on voit rapidement ces deux hypothèses. Alors, en termes de rédaction, je vous ai repris un exemple qui est souvent évoqué quand on parle d'équivalence fonctionnelle, c'est la manière dont, en 91, donc adopté le 1er janvier 94, mais en vigueur, pardon, le 1er janvier 94, mais c'est une loi qui a été adoptée en 91, et déjà en 91, donc bien avant la situation où le numérique a tout changé, on avait déjà rédigé une définition de la signature qui permette de clairement dire à quoi ça sert une signature. Et dans une signature, vous le voyez ici dans cet extrait-là, que l'on trouve à l'article 28-27 du Code civil du Québec. Et la signature, ça a deux fonctions. La première, c'est de faire un lien avec une personne. Euh, et deux, c'est un moyen, un procédé, un processus, une marque qui permet
pour cette personne-là de manifester son consentement. Donc il y a deux fonctions associées à une signature, et ça, quel que soit le support qu'elle utilise, dès lors qu'on respecte ces fonctions, ben, on peut très bien avoir une signature, donc on peut très bien avoir avec cette définition une signature numérique. Le passage numérique n'est pas un empêchement avec une telle définition à ce qu'on satisfasse cette condition. En termes d'interprétation, une des raisons pour laquelle ce principe a été facilement interprété par la jurisprudence, c'est qu'en fait, ça ressemble beaucoup à un bon vieux principe d'interprétation que l'on a, notamment au Québec, vous le savez, il y a des livres, je pense celui notamment de Pierre-André Côté, pardon, qui a été repris par d'autres professeurs par la suite, mais qui établissent tous les grands principes d'interprétation des lois. C'est un cours obligatoire en troisième année, comme vous le savez, et parmi ces principes, il y a le principe téléologique, c'est-à-dire le fait d'interpréter en fonction des fonctions, si je peux me permettre cette expression-là. Et donc, pour vous prendre une décision qui commence à dater un peu de 2008, où la Cour d'appel dit, ben en fait, 28-27, là, décrit très bien la signification téléologique de la signature. Donc en termes d'interprétation, ça n'a pas été compliqué de suivre cette façon d'interpréter les choses, parce qu'on est déjà habitué, il n'y avait pas de rupture, si je puis dire, et sur le plan applicatif, là, en termes d'interprétation. Alors parce que je veux aller relativement vite sur cette notion d'équivalence fonctionnelle, notamment parce que la lecture que vous aviez à faire pour aujourd'hui reprend plusieurs des aspects qu'on va voir maintenant. Je voulais identifier 6 exemples. J'aurais pu en mettre plus, là, mais 6 illustrations où effectivement on a appliqué pour décrire des concepts du droit, des véhicules du droit, des notions de formalité propres au droit. Et bien, je vais vous montrer en fait comment on a appliqué ce principe d'interprétation, ce principe d'équivalence fonctionnelle, pardon, soit pour rédiger, soit pour interpréter ces grandes notions. Alors, je vais commencer par les 3 premières, qui sont souvent d'ailleurs, qui ont donné des lieux à des conventions internationales, comme l'écrit à signature originale, mais je voudrais voir d'autres hypothèses où une équivalence fonctionnelle est susceptible de s'appliquer. Alors, l'écrit, la notion d'écrit, dans une multitude de lois au Québec et ailleurs, on exige la production d'un écrit, soit pour des raisons de preuve, soit pour des raisons souvent de forme ou de protection, notamment d'une partie plus faible. Je vous donne un exemple, si vous voulez faire un bail de consommation, la loi sur la protection du consommateur exige que vous ayez des écrits, en plus signés et en plusieurs exemplaires, tout ça pour s'assurer que l'on protège adéquatement la partie faible, en l'occurrence le consommateur. Alors le problème, c'est que quand on définit l'écrit, on a des définitions assez différentes d'une juridiction à une autre, et en ce qui concerne le Québec, on a des dispositions assez clairement établies dans le Code civil, qui d'ailleurs, qui ont été modifiées par la loi cadre. Vous pouvez voir des équivalents à l'article 5, notamment, de la loi cadre, mais on dit que un écrit peut être fait quel que soit son support. Donc on peut très bien avoir des écrits numériques, c'est autorisé. On est très inclusif dans la loi québécoise et dans le Code civil à cet égard-là. Et on dit simplement, à l'article 28-38, que cet écrit vaut un écrit à partir du moment où on est capable de s'assurer qu'il respecte le critère de l'intégrité. Alors c'est un peu mêlant parce que vous avez d'autres conditions associées à l'écrit, mais qui ne sont pas dans cette disposition-là, 28-38, mais davantage on peut les trouver notamment sous les différentes formes d'écrit. Et par exemple, un écrit sous seing privé exige que ce soit un écrit qui provient d'une personne. Un témoignage, c'est notamment certains types de témoignages qu'on trouve à 28-32, ce sont qu'on appelle les autres écrits, ce sont des témoignages qui originent d'une personne. Un acte notarié, qui est une forme d'acte authentique, c'est un écrit, mais qui origine d'une personne et qui est validé par un tiers de confiance, en l'occurrence le notaire. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est que de manière peut-être un seul document, dans le nouvel article 1366 du Code civil français, on dit qu'un écrit électronique est un écrit électronique et fait preuve, quel que soit son support, dès lors que,
il permet dûment d'identifier la personne, première fonction, et dès lors, deuxième fonction, qu'on est capable de garantir son intégrité. Donc, là encore, il y a deux critères très précis que l'on ne trouve pas nommément à l'article 26, 37 et 38, mais c'est les mêmes principes. C'est simplement que le principe de lien avec la personne est à d'autres aspects, d'ailleurs c'était peut-être un peu mêlant, mais à d'autres endroits dans le livre 7 sur la preuve du Code civil du Québec. Une autre distinction que l'on trouve en France qui est intéressante aussi, c'est qu'un écrit peut être demandé pour des questions de preuve, comme on l'a vu, mais aussi pour des questions de forme et de protection. Par exemple, la partie faible que j'évoquais tout à l'heure. Et pour des questions de forme, euh, euh, excusez-moi, je vous ai mis le mauvais article ici, il y a un autre article qui prévoit que dès lors qu'on a des conditions de forme, ben, il faut s'assurer qu'il y a un moyen approprié pour assurer cette fonction de protection. Je m'excuse, je me suis trompé et j'ai mal recopié la disposition qui prévaut en l'occurrence. La notion d'écrit a également été définie dans les lois modèles de la CNUTSI sur le commerce électronique en 1996, mais surtout dans la Convention internationale qui a été adoptée en 2005, toujours par la CNUTSI. Et là, par contre, vous le verrez, on a un critère qui est un peu différent, qui est à mon avis pas totalement antinomique, mais qui est quand même assez différent, où on dit qu'un écrit est un écrit dès lors que ce document est accessible et peut être consulté ultérieurement. C'est un critère d'ailleurs qu'on retrouve dans presque toutes les autres provinces de la Common Law qui ont globalement copié-collé ce texte de la CNUTSI et la loi modèle de 96 qui était juste avant. Alors c'était un peu mêlant parce qu'on voit que les critères sont pas exactement les mêmes. Là on met pour des fins de plus grande ouverture quant à la définition de ce qu'est un écrit, on a une définition très large qui est proposée en matière internationale par la CNUTSI. Une des raisons, c'est notamment parce que la loi sur l'arbitrage, la convention en fait sur l'arbitrage de 1958, qui est peut-être le texte des Nations Unies qui a été le plus communément ratifié par les États, donc c'est un vieux texte, élabore que une convention arbitrale doit être écrit, signé. C'est l'article 2 de cette convention-là. Et la raison à ça, c'était un office de protection. Une personne qui voulait remettre en cause son droit d'aller devant un tribunal devait s'assurer qu'elle comprenait bien ce à quoi elle s'engageait. Et donc, on a, même si maintenant on fait de plus en plus d'arbitrage, des causes arbitrales à distance, on a voulu avoir une définition qui est très très large, et ce qui peut d'ailleurs être un peu trop... ça peut être légitimement critiqué. Je ne vais pas trop m'appesantir sur la question, mais j'ai déjà écrit d'ailleurs sur ces notions-là, si jamais ça vous intéresse. Un deuxième exemple que je vais voir très rapidement, parce que j'ai une capsule 11 qui est prévue, mais c'est vraiment l'article 28-27 dont je parlais plus tôt, où on voit très bien les deux fonctions associées, à la signature. Troisième exemple d'approche, selon l'approche de l'équivalence fonctionnelle, c'est la notion d'original. Et ça, je dois dire que la notion d'original, c'est compliqué. C'est compliqué pour minimalement 4 raisons. Des raisons factuelles, des raisons juridiques. La première raison, c'est que sur le plan factuel, quand je vous envoie un courriel, par exemple, je ne suis pas capable de vous dire où est l'original. Est-ce que c'est, par exemple, le PDF que je vous envoie, qui est sur mon ordinateur, ou celui que vous recevez? C'est compliqué parce que, quand on parle d'original dans le monde physique, on considère en fait que le document source a une force probante qui est bien meilleure que la reproduction, que la copie. Et dans le monde numérique, en fait, le document PDF que je vous envoie, celui qui est sur mon ordinateur et celui qui est sur le vôtre, sont rigoureusement les mêmes. Il est très souvent très difficile, voire impossible, d'identifier lequel est à l'origine de l'autre. Donc on change complètement de paradigme, donc strictement sur le plan factuel. Sur le plan juridique aussi, c'est que la notion d'original
a été clairement identifié au papier. Et si je prends l'édit de Moulins, 1566, qui est vraiment le premier texte, vous vous rendez compte, il y a pas loin de 500 ans, qui est le premier texte qui a dit, bah, écoutez, pour certains types de transactions, il va falloir utiliser un original. Euh, Même chose dans le Statute of Frauds, qui est l'équivalent en common law, même chose, pour des fins de protection, d'assurance, on a voulu avoir certains types de transactions qui se fassent avec un original signé. À titre d'exemple, d'ailleurs, le statut de fraude existe encore dans certaines juridictions pour des cas particuliers, mais notamment en matière, je pense en Alberta par exemple, en matière de vente immobilière, vous devez encore respecter cette vieille loi britannique de 1677. Ben, tout ça, encore une fois, c'était lié, comme je le disais tout à l'heure, au fait que le document source est de meilleure qualité que la reproduction. Et donc le droit a intégré cette réalité-là, a intégré cette hiérarchie en termes de force probante, en termes d'authenticité, entre ces deux documents-là. Ce qui n'existe plus véritablement dans le domaine du numérique. Donc, deux raisons minimalement pour avoir un doute sur l'équivalent original dans le domaine technologique. Un autre ouch, si je puis me permettre, ça va être le troisième, c'est l'article 12 de la loi cadre. Alors, vous avez pour ce cours l'obligation de lire les premiers articles de la loi, et l'article 12 est l'un des articles les plus abscons, les plus compliqués, les plus difficilement interprétés par la jurisprudence. En fait, même si c'est un article qui est assez souvent cité dans la jurisprudence, je ne suis pas capable de vous citer une jurisprudence qui véritablement a bien traité l'article 12. En fait, on le voit cité dans plus de 50 jurisprudences, tout simplement parce que l'article 2860, qui parle de la règle de la meilleure preuve, réfère nommément à l'article 12. Donc les juges se sentent obligés de le citer, mais très rarement évoquent cette disposition qui est éminemment complexe, et qui est complexe dans sa rédaction, dans sa facture, mais aussi complexe dans la mesure où c'est l'article 12, conformément à l'équivalence fonctionnelle, élabore 3 fonctions qu'un original est susceptible de satisfaire. La première, c'est un document source. La deuxième, c'est un caractère unique, et notamment dans les documents qui donnent lieu à des documents négociables, comme des actes de commerce, comme des traites bancaires. Et la troisième fonction, c'est que c'est la source première, c'est relié à une personne, et c'est un document unique. Et pour chacune de ces 3 fonctions à satisfaire, qu'un original est susceptible de satisfaire, et ben vous avez encore une fois des équivalents à respecter, et tout ça, dans les 2 et 3e cas, sous réserve de suivre des normes et standards techniques appropriés. Et au Québec, on n'a jamais identifié en fait de normes ou de standards techniques qu'on peut suivre en l'occurrence. Donc c'est un texte qui est trop confus, qui est mal interprété, et qui devrait, selon toute vraisemblance, donner lieu à être retravaillé si jamais la loi devait être modifiée dans le futur. Dernier élément, c'est que également l'original est perçu différemment selon les pays. Alors au Québec, je viens de vous voir l'article 12, mais on peut faire une comparaison rapide avec ce qui se passe à la CNUTSI, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Alors pour la CNUTSI, pour aider à la complexité, c'est qu'il y a deux textes qui évoquent la notion d'original de manière distincte. En premier lieu, vous avez la Convention de 2005 qui évoque la notion d'original et qui dit un original est un original dès lors qu'il est en fait le document source. C'est l'information qu'elle contient à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive. Donc c'est vraiment le document à l'origine, conformément à son expression originale. C'est le document qui est à l'origine. Donc c'est vraiment la source première, sous réserve aussi de respecter l'intégrité que l'on voit ici, garantie fiable quant à la sécurité, mais ça c'est tous les documents qui doivent le satisfaire. Donc le critère qui caractérise l'original au regard de cette convention de 2005, c'est la source première. Mais en 2017, il y a une autre loi modèle, cette fois sur les documents transférables. Je vous donne par exemple les connaissements maritimes. Les connaissements maritimes sont les documents qui peuvent donner lieu, donc dans le domaine du commerce maritime, ce sont des documents qui peuvent, par exemple,
s'attacher à une cargaison de blé en vrac qui part de Rotterdam jusqu'à New York. Et durant les 5-6 jours de la traversée, ben, avec le connaissement, il peut y avoir, et il y a dans les faits, parfois jusqu'à plusieurs centaines de transactions, parce que le document devient un acte de commerce. Et donc, on a des originaux qui, par essence, sont modifiés, sont transférés dans un autre et qui donnent lieu à des copies de copies de copies. Et donc, on a des documents originaux euh, qui deviennent dynamiques. Et donc, le critère fondamental, outre l'intégrité, c'est vraiment s'assurer par une méthode fiable que une personne, en fait, qui est identifiée, ben, dispose du contrôle, et c'est le mot qui est sans doute le plus important là-dedans, dispose du contrôle sur le document. Donc, dans les faits, désormais, ces connaissances maritimes se font par des écritures et par des procédés numériques, et on a toujours plusieurs centaines de transactions qui se font en 5 jours, et avant, c'était la remise, la tradition du document qui opérait le transfert de propriété. Maintenant, c'est dès lors qu'une personne dispose du contrôle sur le document. Donc on a un peu réinventé la notion d'original pour autoriser ces hypothèses de reproduction dynamique. Je vous donne un autre exemple que l'on trouve dans le Federal Rules of Evidence, qui est vraiment le texte majeur en matière de preuve aux États-Unis, où on dit en fait, on propose une sorte de fiction juridique qui dit qu'un original est un original. L'impression, le print-out, l'impression papier que l'on fait d'un document numérique, il y a une présomption que ce qui sort dans le document papier, un document physique, un document tangible, il y a une présomption sur lequel c'est bien l'original qui transparaît. Alors, présomption évidemment pas irréfragable. Et vous avez exactement la même chose, l'article 31.2 de la loi sur la preuve au Canada, où on dit en fait que le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l'information enregistrée ou mise en mémoire. Donc là encore, fiction juridique qui fait que l'impression papier constitue bien le même document que le document source sous format numérique. Quatrième point sur 6, je voulais vous dire quelques mots sur une autre hypothèse où on est face à une hypothèse d'équivalence fonctionnelle, c'est une hypothèse de transmission, et où en fait, on considère qu'un document est transmis et peut être envoyé, en fait, quel que soit le mode de transmission, dès lors que ce mode de transmission est approprié à son support. Et là, on dit un peu plus loin que lorsqu'on prévoit, une loi prévoit l'utilisation de services de la poste ou de courrier, cette exigence peut être satisfaite en faisant appel à une technologie appropriée du support du document transmis. Donc, vous voyez, c'est très très large, mais on dit simplement, quel que soit le support, physique, tangible ou numérique, on est capable de satisfaire cette exigence que l'on trouve parfois dans la loi, dès lors qu'on utilise une technologie appropriée. Pareil pour un document recommandé, ça peut être satisfait quel que soit le support, dès lors qu'il y a un accusé-réception sur un support approprié qui est utilisé. Donc même pour une hypothèse qui n'est pas strictement documentaire, on utilise ce même outil. Vous pouvez lire aussi, vous l'avez lu pour aujourd'hui, l'article 30, qui considère que le document a la même valeur quel que soit le support, là encore, qu'il soit physique ou numérique, mais on élabore quand même une obligation dont on va reparler, dont on a déjà parlé, dont on va reparler, c'est que très souvent, lorsqu'on utilise un support numérique, il faut avoir une documentation, donc une preuve sur la preuve qui explicite comment on a procédé. Donc quel est le mode de transmission que l'on a mis de l'avant. Autre spécificité, dès lors qu'on transmet des documents confidentiels, même chose, 2 points, il faut là encore une documentation qui explique
comment on exerce cette transmission-là. Et d'autre part, pour s'assurer que les données demeurent confidentielles, eh bien, il faut avoir, encore une fois, un moyen approprié qui va être explicité dans la documentation afin de montrer, encore une fois, le caractère approprié de l'outil et du moyen utilisé. Dernier exemple de disposition que l'on trouve dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, l'article 31. Alors l'article 31 a donné lieu à beaucoup de jurisprudence parce qu'il y a eu des présomptions qui sont associées à cette manière de faire et comme vous voyez, on dit qu'un document est présumé transmis dès lors qu'il peut être rendu disponible à l'adresse de l'expéditeur. Et on a la même chose sur une présomption sur la réception. Ça reste que c'est une disposition qui donne lieu à beaucoup de latitude au juge pour évaluer si on a bien, si le document a été transmis ou pas, et notamment en matière de régie du logement, où il y a des obligations assez strictes qui existent. Regarde l'article 7 de la loi qui concerne la régie du logement. Il y a effectivement des dispositions assez strictes qui expliquent qu'on doit notifier certains avis, notamment pour des sessions de location. Vous devez nommément notifier le locataire. Et donc, il y a des preuves de notification qui doivent être produites. Et en l'occurrence, dans ces dispositions-là, on considère que ça exige notamment que la personne réponde. Si la personne ne répond pas, eh bien, la présomption ne peut pas s'appliquer. Donc, à certains égards, dans plusieurs jurisprudences, notamment en matière de régie du logement, eh bien, on voit une interprétation plutôt stricte quand même de cet article 1. Je vous dis, il y a plus d'une dizaine de décisions qui concernent le cas spécifique de la régie du logement. Je ne l'évoquerai pas parce qu'on a un cours un peu là-dessus, mais évidemment, quand on parle de transmission de documents, ça concerne spécifiquement les hypothèses de notification devant les tribunaux. Et là, le Code de procédure de 2016, qu'on appelle souvent encore le nouveau Code de procédure civile, a modifié le droit pour introduire, dans certains cas, la possibilité de transmettre, notamment par courriel, des actes de procédure, mais je reviendrai un petit peu plus tard après le contrat, après les deux cours sur la preuve. Une autre situation que je trouve très intéressante, c'est les hypothèses de testament, parce que bien avant en fait la loi cadre, mais on a des dispositions dans le Code civil qui prévoient en fait que le testament holographe, et je parle uniquement du testament holographe, c'est-à-dire que le testament qui est fait de la main de la part du testateur, ne peut pas être fait par un moyen technique. Donc on n'a pas le droit, en fait, normalement, de rédiger sur un fichier Word, et puis de signer avec encore une fois, le numérique. Il y a plusieurs décisions aussi qui ont même considéré que le testament écrit sur fichier Word, mais avec la date lui approuvée, signature manuscrite, c'était pas suffisant au regard du 726, qui est un principe assez général, qui dit que le testament ne peut pas utiliser un moyen technique. D'ailleurs, on ne parle pas de moyen technologique, on parle de moyen technique parce que le terme technologique a été introduit par la loi cadre. Il y a quand même une exception, l'article 714. L'article 714, comme vous voyez, dit que malgré tout, il peut y avoir des exceptions si il satisfait pour l'essentiel et qu'il contient de façon certaine et inéquivoque les dernières volontés du défunt. Donc il y a une sorte d'opposition. Le professeur Bohn notamment évoque une vraie opposition entre ces deux dispositions du Code civil. Et derrière cette position, il va y avoir deux engences, ceux qui vont être plus tolérants et d'autres qui, au contraire, vont avoir une approche plus rigoriste pour considérer que, comme je vous disais, la situation testament écrit sur un fichier Word, signé avec simplement la signature, la date élue, approuvée de manière manuscrite, certains juges ont dit « ok, c'est correct ». C'est une exception. Et d'autres ont dit non, on dénature trop l'article 726. Moi, personnellement, je préfère la position
plus rigoriste. D'ailleurs, c'est la position qui est généralement suivie par les décisions d'appel. Il y a quelques décisions de cour supérieure qui valorisent la première hypothèse. Moi, je valorise, comme la majorité et comme, en fait, je pense l'intégralité des décisions de cour d'appel, la position plus rigoriste, pardon. Et là-dessus, en fait, là encore une fois, c'est au regard de la fonction de cette formalité. Parce qu'évidemment, cette fonction, elle est multiple derrière ce rigorisme de l'article 25-26. À quoi ça sert À quoi ça sert cette disposition-là? En fait, comme on le voit dans une décision que je signe juste après, et si on suit notamment un texte de Longfellow qui a écrit sur le sujet, une telle formalité a trois fonctions possibles. La première, c'est une question de preuve. On veut s'assurer que le juge voulait véritablement dire ceci. Mais la deuxième fonction, qui à mon avis est très importante dans une telle hypothèse, c'est la fonction de protection, la fonction assurantielle, comme disait Jean-Luc Bellay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui écrit de la main, tout le long du testament, eh ben, on est vraiment sûr qu'elle a réfléchi à ce à quoi elle s'engage. Donc il y a un aspect d'assurance, donc la fonction assurantielle qui est associée à ça. Et cette fonction assurantielle, à mon avis, est très importante dans le cadre d'un testament. Elle n'est pas forcément dans le cadre d'un contrat, mais elle est fortement, elle est à mon avis très importante au regard d'un tel acte et du fait de l'importance de cet acte-là. Alors il y a une autre fonction que Longfellow évoque, qui est ce qu'il appelle le channeling function, c'est ce que j'appelle moi une fonction d'efficacité. Mais la fonction d'efficacité, c'est que souvent on utilise une forme pour que une transaction soit plus efficace, notamment en matière de connaissement maritime par exemple, mais c'est une situation plus rare. Donc je pense qu'on peut retenir que les deux fonctions principales qui sont associées à une formalité, c'est soit la preuve, soit une volonté de forme pour respecter la protection, pour assurer la protection d'une personne, et notamment d'une personne potentiellement vulnérable. Donc je pense que cette fonction assurantielle est très présente ici dans le cadre d'un testament, et donc je pense qu'il faut ici considérer qu'on doit interpréter rigoureusement la manière dont ce binôme de dispositions doit être comprise. Si ça vous intéresse, alors j'en parle sur le site lcj.ca, puis j'ai un équivalent de 6 pages qui, plus dans le détail, en fait, évoque ces questions de testament numérique aux pages 126 à 132 de mon livre. Je donne les pages ici de la deuxième édition de mon livre. Dernier point, et ça va prendre 2 secondes, c'est que un document, au regard de l'article 3 de la loi 64 juridique des technologies de l'information, est un document quel que soit son support. On dit même à l'article 4 qu'un document numérique existe, mais un document, quel que soit son support, est un document dès lors que 3 grandes conditions sont réalisées. Je devrais dire 3 grandes fonctions sont réalisées. Donc d'une part, il faut qu'il soit délimité, structuré. D'autre part, il peut être soit tangible, soit logique. Tangible étant un support physique, généralement papier, et logique, c'est une gestion logique des documents. Quand je parle de documents logiques, je reviendrai un petit peu sur... parce que j'ai aussi une capsule sur les documents, on verra que la logique, c'est que parfois vous avez des documents qui sont constitués de mini-documents et qu'il y a une logique entre chacun de ces documents-là. Et troisième fonction, c'est qu'un document doit être intelligible. S'il n'est pas intelligible, il ne respecte pas ce critère, il ne respecte pas ce critère que constitue le document. Alors voilà ce que je voulais vous dire, 6 hypothèses où selon moi l'équivalence fonctionnelle s'applique, même s'il y en a d'autres, et au plaisir d'en parler avec vous dans le cours du 8 septembre.